Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est le romancier Olivier Adam. La littérature nous invite vraiment à quitter nos lunettes et à regarder le monde avec d'autres yeux que les nôtres. Avec un autre mode de pensée, une autre manière de voir, sous un autre angle. Et ça nous invite, alors oui, évidemment, sans doute à être plus empathique, à avoir une capacité plus grande à se mettre à la place des autres ou à considérer des questions aussi bien intimes que politiques, personnelles que sociales, d'un point de vue plus large. Enfin, en tout cas, ça devrait. Il y a 20 ans tout juste, les lecteurs faisaient connaissance avec un jeune homme dont les histoires d'exil et d'abandon, le style âpre et sensible, allaient faire de lui l'un des écrivains les plus passionnants de sa génération. Depuis Je vais bien, ne t'en fais pas, Olivier Adam publie à un rythme soutenu. Des romans pour adultes comme Poids léger, Des vents contraires et tout récemment une partie de badminton. Mais aussi pour les adolescents, un univers qu'il a exploré dans plusieurs titres parus à l'école des loisirs. C'est dans la collection R, chez Robert Laffont, qu'Olivier revient faire un tour du côté de la littérature dite Young Adult, avec Les Roches Rouges, 2 ans après La Tête sous l'eau, en cours d'adaptation pour la télévision. Jeunes adultes, vraiment? Ironiquement, Antoine et Leïla, ces deux héros mentent au sujet de leur âge. Lui parce qu'il veut la séduire, elle parce qu'elle est devenue mère bien trop tôt. Parce qu'ils veulent fuir la violence et la grisaille de leur vie de banlieue, ils vont prendre la route ensemble pour s'inventer un destin. C'est chez lui, à Montmartre, qu'Olivier m'a reçu pour parler de ce nouveau roman à l'énergie contagieuse, après une période de confinement qui s'est révélée particulièrement créative pour toute sa famille. Écoutez plutôt. Bonjour Olivier Adam. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous, à Montmartre. On peut en parler un petit peu de votre... Alors c'est votre chez vous, c'était votre lieu de confinement pendant quelques semaines, quelques mois. Racontez-moi un peu votre chez vous. Chez moi, c'est mon lieu de travail aussi, hein, et puis ouais. C'est le lieu de travail de ma compagne, qui est également romancière, et même de ma fille maintenant, qui sort un roman à la rentrée. Ouais. Donc il y a beaucoup de négociations pour se partager les espaces de travail, et principalement le salon, qui est assez lumineux et bénéficie d'une jolie vue sur les toits de Montmartre et sur le Sacré-Cœur, etc. Oui, dans le confinement, c'était pas objectivement dans ces conditions, c'était à la fois totalement irréel, extrêmement angoissant de ce qu'on pouvait ressentir en regardant les informations, extrêmement flippant et hystérisé du fait de devoir produire un document, qu'il y ait des flics qui patrouillent partout et tout ça pour sortir. Mais en dehors de ça, c'était aussi assez doux à vivre à Montmartre, parce que ça reste un espèce de grand village où tout est à proximité, où on n'a jamais eu la queue à faire pour acheter de quoi manger, et où nos sorties autorisées étaient assez surréalistes et très belles en même temps, parce que Montmartre dépouillé de ses touristes, Montmartre complètement vidé, c'est un peu le rêve. Voilà. Et c'est vrai que moi, je passe énormément de temps à me promener dans le quartier, tout le temps, mais pendant le confinement, forcément, ces sorties, c'est encore plus précieux. Et il y a eu une manière de vivre 2 mois de micro-évolution, les iris qui poussaient dans le jardin du château des Brouillards, les tulipes qui sortaient au milieu des vignes, les glycines, la rue de l'Abreuvoir qui commençait à fleurir et à sentir bon. C'était étonnant de devenir un scribe intérieur du moindre changement, d'une feuille qui poussait, d'une fleur qui sortait dans ces rues qui habituellement qu'on regarde de moins près, quoi, voilà. Alors 3 romanciers sous le même toit, les idées fusent. Ça s'est passé comment? Vous avez écrit tous les 3?
moi, pendant le confinement, ça a été vraiment une période de productivité intense. Parce que, en fait, moi, je tiens pas tellement en place. Et l'appel du dehors est toujours très grand. Et des sollicitations extérieures, du cinéma, des expos, d'aller boire un coup avec quelqu'un, de me balader. Et là, objectivement, à part 1 heure par jour, on ne pouvait pas, quoi. Donc il y avait quelque chose il y avait une absence de possibilité, d'échappatoire, qui faisait qu'au fond, une fois ici, à part regarder un film avec les enfants le soir, j'avais mon ordinateur. Il fallait aussi suivre les devoirs des enfants, etc. Mais globalement, j'avais rien d'autre qui pouvait me distraire de mon travail. Et en fait, j'ai fini un livre, ce qui n'était absolument pas prévu du tout, parce qu'en 2 mois, j'ai accumulé la masse de travail de 6 ou 7 mois, ou 8 mois. Un livre dont l'idée était née avant le confinement ou pendant? J'avais commencé avant, mais simplement, j'en avais parlé à mon éditrice, Alix Penant, chez Flammarion, et je lui avais dit, sans doute qu'à la rentrée scolaire, ou un peu après, ou au début de l'automne, j'aurais quelque chose à te soumettre. Même je sais que c'est un peu tôt après une partie de badminton, mais bon, c'est mon rythme d'écriture, c'est venu comme ça. Voilà, et donc finalement, à la sortie du confinement, je lui ai envoyé le texte en disant je suis désolé, j'ai 6 mois d'avance, quoi. Mais c'est très emblématique de ma manière de faire, c'est-à-dire que depuis quelques années, je me suis rendu compte qu'il m'était très douloureux enfin en tout cas ça me plongeait dans un profond désarroi de pas de pas travailler sur quelque chose. Voilà. Et que au fond, je ne sais plus déterminer dans ce qui motive l'écriture de mes livres, ce qui procède de ce qu'on appelle une forme de nécessité, de dire quelque chose, de se délivrer de quelque chose, de raconter quelque chose, et de la pure nécessité de travailler parce que ça ordonne ma vie, quoi. Ouais. Voilà. Et à la limite, peu importe, d'une certaine manière. Et puis même, je dirais que le fait d'en finir un peu avec cette idée que j'avais beaucoup au début, j'écris parce que je peux pas faire autrement, parce qu'il faut que je me délivre de choses, que j'exprime quelque chose et tout ça, a plutôt une autre manière de voir qui est plus artisanale, qui est plus... il y a une modestie là-dedans qui est qu'au fond, voilà, je suis pas bien quand je travaille pas. Donc dès que j'ai l'idée d'un objet que je pourrais façonner et que je pourrais offrir aux autres, vous le faites. Je le fais. Voilà. Ouais. Et d'une certaine manière, je me dis aussi que écrire ne guérit rien de ses névroses, de ses failles et tout ça, mais on en fait quelque chose. Et qu'au fond, et en plus quelque chose qu'on offre aux autres et qui va résonner chez les autres, qui va les distraire, les faire réfléchir, les émouvoir, enfin ce qu'on veut. Et au fond, je suis sûrement bien plus à l'aise aujourd'hui avec cette manière de voir les choses que celle que j'essayais d'illustrer à mes débuts en imaginant quelque chose de beaucoup plus viscéral, tout ça. Donc voilà, donc aujourd'hui je vois. Donc c'est vrai aussi, j'alterne des travaux pour le cinéma, des livres entre guillemets destinés aux collections dites jeunes adultes, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, je le fais. Des livres qui sortent chez mon éditeur principal tous les 1 an et demi ou 2 ans chez Flammarion. Et je travaille beaucoup. Le problème, c'est que j'écris très vite et que donc... il faut passer à autre chose, quoi. Il faut trouver une autre idée. Voilà, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai fini mon livre, j'ai fini même les ultimes corrections, alors que c'est pour l'hiver prochain hier. Ouais. Voilà, le document est fermé. Je sais que heureusement qu'il y a les vacances et qu'on va aller à la mer, etc. Parce que si je me retrouve dans la vie quotidienne, malgré tous ces avantages, et ces choses agréables, sans avoir un projet en cours, qu'il soit cinématographique ou littéraire, là, ça va plus, quoi, disons. Et donc, je vais me mettre en quête le plus vite possible d'un... Alors, l'avantage, c'est que il y a les histoires... puisque avant tout, malgré tout, mon travail, c'est de bâtir des personnages et de raconter des histoires, tout simplement. Il y en a partout, quoi. Voilà. Et c'est que
quand j'en ai pas sous la main de personnel, quand j'en ai pas une qui m'est sortie du cerveau parce que quelque chose m'est venu de l'ordre de l'imaginaire, il n'y a plus qu'à se servir dans ce que les gens vous racontent, dans ce qu'on lit dans les journaux. Et par exemple, mon prochain roman, qui s'appellera À la trace, c'est typique ça, c'est typique de ça. Et c'était vrai aussi pour une partie de badminton. C'est-à-dire, alors que Les Roches Rouges, oui, c'est un travail d'imagination, de composition, mais il est au milieu de 2 autres livres qui, eux, sont plus des... Voilà, l'idée qu'on cueille des histoires, qu'on les raconte, qu'on les organise entre elles, et qu'on essaie de façonner un objet unique, avec ces histoires qui sont déjà préexistantes, quoi, qu'on a recueillies. Voilà. Alors on va parler des Roches Rouges, Olivier, donc qui est publié chez Robert Laffont dans la collection R. Alors oui, c'est une collection Young Adult. Alors ça fait quelques années qu'on entend parler de ce terme, de jeunes adultes. C'est quoi au fond est-ce que ça signifie vraiment quelque chose pour vous? Ça signifie de moins en moins. C'est-à-dire que, par exemple, encore avec La tête sous l'eau, il y avait, mais c'était pas par obligation, mais plus que ça m'amusait, une manière, donc La tête sous l'eau qui est le précédent roman Young Adult que j'ai fait paraître, une manière de jouer avec les codes d'un genre qui serait celui du Young Adult, ou en tout cas qui serait celle de ce que j'appellerais la teen fiction, quoi. Pour convoquer aussi bien le roman que la série, que le cinéma, et surtout la série qui, on voit bien avec le succès de toutes les séries Netflix qui mettent en scène des adolescents, des jeunes adultes. Et ce sont des séries qui sont aussi regardées par des adultes. On pense à The End of the Fucking World, Sex Education, 13 Reasons Why, Stranger Things, enfin il y en a des pelletées, qui sont parfois très bonnes, parfois conventionnelles, parfois très originales, et qui ont un public qui va de 15 à 77 ans, complètement. Mais qui ont des codes qui sont par exemple que ce sont vraiment les jeunes protagonistes qui prennent en charge absolument tous les aspects du récit, au milieu d'adultes qui sont largués, ou qui sont englués dans leur compromission, ou leur fatigue, ou leur manque d'énergie, ou leur égoïsme, ou leur égocentrisme. Donc par exemple, dans La tête sous l'eau, il y avait cette manière pour le héros de mener l'enquête à l'abri du regard d'adultes qui sont de toute façon dans le faux, dans la compromission, dans l'usure, etc. Donc là, on joue avec ça. Et puis aussi des figures parfois outrées, de grands méchants, voilà. Pour Les Roches Rouges, et c'était vrai aussi pour certains livres que j'ai écrits à l'époque à l'école de loisirs, dans des collections qu'on appelait à l'époque des romans ados, tout simplement. Je ne me pose pas cette question. Je ne me suis pas du tout posé la question, quoi. C'est-à-dire qu'un roman jeune adulte, c'est un roman avec des jeunes adultes à l'intérieur. Voilà, c'est tout. Et après, je ne fais aucune différence. Mais c'est absurde, ça serait absurde d'en faire. Parce que d'abord, aujourd'hui, ces romans ne s'adressent plus qu'à des jeunes adultes ou des adolescents, comme c'était le cas il y a 15 ans. Donc, vous vous adressez à des gens... d'une manière générale, qui sont aptes à lire absolument toute littérature. Virginie Despentes, Houellebecq, Flaubert, enfin ce qu'ils veulent, quoi. Donc si, d'une manière ou d'une autre, vous adaptez votre écriture, vous la rabotez, la simplifiez, caricaturez, vraiment vous foutez de leur gueule. Vous foutez de la gueule de votre lectorat. Donc la seule raison qu'on peut avoir de travailler dans ce type de collection, c'est de se dire que ce sont des collections, disons, de romans d'apprentissage ou de romans d'initiation dans lesquels on va trouver des jeunes adultes d'aujourd'hui. Et ce sont des livres qui, oui, se destinent en première intention à un public plutôt jeune, mais par simple effet miroir, par le fait
qu'à tous les âges, mais surtout à cet âge-là, on cherche des livres miroirs, des livres où on se reconnaît. On a tous été très heureux quand on était adolescent de lire l'Attrape-cœur, parce qu'enfin, on avait quelqu'un de notre âge. Qui vivait des choses qu'on pouvait, ne serait-ce que psychologiquement, comprendre, ou dans lesquelles dont on pouvait rêver, ou dans lesquelles on pouvait se projeter. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces collections se sont étendues, parce que l'expérience adolescente, l'expérience d'initiation, d'apprentissage, était au fond assez absente de la littérature classique. Et puis, donc il y avait comme un creux de miroir et d'identification. Les romans répondent quand même beaucoup à une question simple, c'est comment on fait, quoi. Comment on fait avec la vie, comment on fait avec le travail, comment on fait avec l'amour, comment on fait avec la filiation, comment on fait avec les classes sociales, comment on fait avec la politique, comment on fait. Cette grande question de comment on fait, elle est vraiment extrêmement importante quand on a 15, 20, 25 ans. Elle est éternelle, et donc c'est un peu la fonction de ces romans-là. Et ces frontières n'ont tellement plus de sens que certains de ces romans paraissent ensuite en poche, sans qu'il ne soit plus aucune mention de leur collection d'origine. Et le contraire est vrai. C'est-à-dire qu'il faut aussi dire que de très grands succès récents sont des livres qui... Moi, j'ai été éditeur au Rouergue d'une collection qu'on appellerait aujourd'hui jeune adulte. Sont des livres que j'aurais, si on me les avait proposés, édités sans en changer une virgule ou un mot. Et c'est des livres qui ont eu des énormes succès, qui ont remporté des prix. Il y en a plein, on les connaît tous, qui mettent en scène des jeunes gens, aujourd'hui, à hauteur de jeunes adultes, justement, et qui sont des livres qui sont parus chez Gallimard, chez Grasset, chez POL, chez Lattès, enfin, sans qu'ils soient fait mention de ces collections. Voilà, donc des livres adultes qui pourraient être dans des collections jeunes adultes, des livres jeunes adultes qui basculent ensuite dans l'adulte, ça montre bien. Alors voilà, c'est dans les collections jeunes adultes, les livres qui peuvent prétendre, entre guillemets, à sortir de leur genre, ce sont précisément des livres qui sortent de leur genre, qui jouent avec les limites de ce genre, quoi. C'est évident. Parce que comme dans tous les domaines littéraires, il y a aussi une littérature très codée, très conventionnelle, qui donne exactement un certain type de lectorat, ce que ce certain type de lectorat attend. Il y a une littérature un peu marketée, mais ça existe aussi dans la littérature pour tout court. Est-ce que ça veut dire qu'avec un roman comme ça, vous n'avez... je ne sais pas si on a 15-16 ans et qu'on lit ce roman, on sera peut-être un peu surpris, un peu choqué, un peu retourné, ou au contraire, peut-être moi je me fais une idée des ados, des jeunes adultes d'aujourd'hui. Non, si vous voulez, naïve. Ce qui va se passer, ce qui se passe déjà, je le vois sur les réseaux sociaux, c'est que des adultes lisant ce livre, et les bancs étant très bousculés par ce livre, parce qu'il est assez remuant et tout ça, on en conclut que super, mais c'est surtout pas un livre pour les jeunes à mettre dans les mains des jeunes, parce qu'on a toujours, parce qu'on pense à ses propres enfants, à ses propres petits-enfants, à ses neveux et nièces, et qu'on n'arrive pas à se rappeler qui on était à 14-15 ans ou à 16 ans. Et à 15-16 ans, tous, on voulait des livres interdits, on voulait des livres qui brûlent, des livres qui parlent de choses dangereuses, des livres qui parlent de choses douloureuses. On voulait même souvent, on avait des goûts excessivement morbides et complaisants sur le malheur, tout ce qui pouvait être très sombre et tout ça. On est tous un peu gothiques à cet âge-là, d'une certaine manière. Donc au contraire, quoi. Voilà, c'est vraiment une perspective d'adulte. Que de penser qu'un livre comme Les Roches Rouges puisse être déplacé dans les mains de gens plus jeunes. Et puis c'est aussi une difficulté à appréhender une chose que je répète tout le temps, c'est alors ça dépend des enfants, des adolescents, il y en a c'est dès 13 ans, il y en a c'est à partir de 15-16 ans, il y en a c'est à 14 ans, mais à partir d'un certain moment, on peut tout lire. On peut tout lire, et c'est difficile pour certains adultes qui ont du mal à envisager le fait qu'à 14-15 ans, on soit aussi bien armé qu'eux. C'est comme, ils ont presque l'impression de se dévaloriser. Quand même, je suis quand même plus intelligent que ces petits cons, quoi. Il y a un petit côté comme ça. Et donc, il y a toujours cette manière de dire, non, mais ça... ou c'est comme beaucoup, voilà, non, mais ça, faut mieux que tu le lises plus tard, quand tu seras plus mûr, quand tu seras...
Moi, j'ai plein d'amis qui lisaient tranquillement Proust, etc., à 13 ans. Alors, c'était peut-être très précoce, mais enfin, ça se fait aussi, quoi. Hein, c'est pas... Ou à 15 ans, lire Céline, voilà. Bon. Donc c'est aussi... Donc, c'est pour ça que, dans les deux sens, ces livres-là ne peuvent pas ni... surjouer quelque chose qui exclurait le lectorat jeune, je ne sais pas comment d'ailleurs, ni dans l'autre sens s'adresser spécifiquement, soi-disant. Ce ne sont pas des livres qui s'adressent à qui que ce soit. Ce sont des livres avec des jeunes adultes dedans. C'est un peu la convention, disons, la contrainte. Mais pour moi, ce n'est pas une contrainte parce que j'ai toujours... j'ai commencé par Je bien ne t'en fais pas. Elle avait 20 ans. Et vous n'en avez pas beaucoup plus à l'époque quand vous avez écrit. Oui, j'avais 25 ans. J'ai 23 ans, 24 ans quand le livre a été signé au Dilettante et 25 ans quand il est sorti. Ça s'est étalé sur plusieurs années. Mais oui. Et puis très vite, j'ai rencontré Geneviève Brisac, qui m'a proposé d'écrire. M'a dit parce qu'elle avait lu mes premiers livres, dont les héros étaient en général très jeune, elle m'a dit, bon, t'as vraiment un truc avec l'adolescence, les jeunes adultes, l'initiation, l'apprentissage et tout ça, donc moi ça me plairait que tu fasses des livres pour moi, et donc j'en ai fait 4 ou 5 avec elle à l'école de loisirs à l'époque. Donc ce tropisme, entre guillemets, pour écrire du point de vue de jeunes gens, je l'avais dès le début. Alors je l'avais naturellement parce qu'effectivement j'étais très près de cet âge, et que c'était mon passé récent à moi. Mais il m'est resté, mais parce que c'est immédiatement un terrain de jeu romanesque et stylistique passionnant. Et alors ces deux personnages qui s'aiment malgré un contexte personnel très très difficile, vous êtes allé les chercher où? Est-ce que c'est de la pure imagination? Est-ce que, comme on disait tout à l'heure, ils sont un peu inspirés d'histoires qu'on peut lire dans la presse? Vous les avez façonnés comment? Le héros Antoine, c'est un énième avatar de toute une série de jeunes gens fracassés, rongés par la culpabilité. Et très tôt, en l'occurrence. Et très tôt, que je travaille depuis. C'est un cousin de beaucoup de mes personnages. C'est vraiment un cousin direct, par exemple, du personnage principal de mes deuxième et troisième romans, donc comme à tout début, qui était à l'ouest et Poids léger. D'ailleurs, il s'appelle Antoine. Il a cette texture de type borderline, mais avec une espèce de douceur en même temps, à la fois une mélange de sauvagerie et de douceur, et de type qui prend des mauvais coups, qui cicatrise mal, quoi. Voilà, et qui est perdu dans sa vie. Qui n'a pas de carapace, qui a un peu le cœur au bout des doigts aussi. Et puis, donc lui, assez vite, je lui ai imaginé une situation de rupture portée par un secret, une culpabilité qui le ronge, et a vraiment défini 2 temps dans sa vie, vraiment qui a acté sa sortie des rails. Donc effectivement, il est tellement sorti des rails que il déraille. Et il zone à moitié chez ses parents. Il cherche vaguement du boulot. Il fume trop, il boit trop. Il cherche un peu les emmerdes. Bon voilà. Et je pense que Leïla, elle vient plus peut-être de quelque chose qui était dans l'air du temps, quoi. Une jeune femme, vraiment enfermé sous le joug d'un homme dominant, maltraitant, violent, psycheureusement violent, physiquement. Fan de foot à la télé. Ouais, mais moi j'aime beaucoup le foot à la télé, donc ça ne me gêne pas, mais heureusement. Mais justement, si vous voulez, c'est parce que Antoine, il pourrait aussi être un supporter de Liverpool ou de Manchester City, peu importe. C'est pas vraiment la question. Mais dans ce moment
qu'on traverse toujours, où la question des rapports hommes-femmes, des violences, de la domination masculine, etc., sont vraiment une vraie interrogation, une remise sur le tapis, parfois maladroite, parfois compliquée, parfois violente, parfois outrancière, parfois au contraire trop timide et tout ça, de quelque chose qui vraiment définit nos sociétés et qui est très important aussi pour les jeunes générations, puisque c'est eux qui portent ce livre-là. Il y avait, mettre en scène une femme qui est vraiment la victime de ce monde des porcs, on va dire, vraiment, depuis longtemps, et de manière vraiment forte. Mais en même temps, elle va tomber amoureuse d'un mec, ils vont se sauver ensemble. C'est pas le genre de mec qui va arriver à la jeune femme en détresse. C'est pas un preux chevalier. Oui, c'est pas un preux chevalier. Et il définit par antagonisme, mais il représente quelque chose dans la société. Un autre modèle. Alors certes, lui, il est bien fracassé et tout ce qu'on veut, mais malgré tout, ce qu'on peut en sentir, à mon avis, c'est que il définit un autre modèle du masculin qui est possible, qui existe très largement, qui est souhaitable, et qui est que un masculin qui n'est pas celui des porcs, quoi, tout simplement. C'est un mec qui n'affiche pas la question de sa domination physique, de sa force physique, ou de sa domination d'une manière ou d'une autre comme un argument ou une manière d'être. Il pratique une forme d'égalité et de féminisme d'une certaine manière. En acte, quoi. Voilà. Ce qui est amusant, alors, je ne spoil pas le secret, évidemment, mais un truc dont j'aimerais parler, c'est le fait que tous les deux trichent sur leur âge dans l'histoire. Oui. Mais c'est un truc aussi qu'on peut avoir, j'allais dire, à ces âges-là, et aussi dans une relation fille-garçon. Un garçon de son âge, faire comprendre, dire à la fille qu'il est plus jeune qu'elle, c'est un peu gênant. Ça reste un peu un complexe de draguer une fille plus âgée, j'ai l'impression. C'est sûr, et puis en plus, c'est une fille qui est mariée, qui a un enfant, et qui, dans un premier temps, prétend avoir un âge bien supérieur à son âge réel. Donc lui, c'est vraiment... c'est presque un argument de drague, parce qu'il sait que s'il lui dit qu'il vient d'avoir 18 ans, comme il pense qu'elle en a 26, qu'elle a déjà un gosse, il pense qu'elle va vraiment le prendre pour il va vraiment le prendre pour un gamin, quoi. Et puis au début, lui, il est dans un truc, cette fille lui plaît, c'est un petit gars de banlieue, il utilise un peu des armes de drague qui passent par la tchatch, il essaie de la faire rire, il baratine, sauf qu'à un moment donné ça devient sérieux, et puis ça devient extrêmement sérieux et grave quand ils vont prendre la fuite ensemble. Les événements vont précipiter une relation qui était encore dans le jeu de la séduction, puis sûrement peut-être quelque chose de furtif, parce que de toute façon lui il se dit son mec est pas commode, elle a un gosse, elle est dans une vie beaucoup plus installée que moi, elle est plus vieille, c'est déjà de la chance qu'elle me regarde et puis qu'elle m'accorde un peu de temps, quoi. Donc pour se donner un peu d'assurance, il s'invente il prétend qu'il vit seul, qu'il est musicien, qu'il écrit un album et que ça va être super. Ça va être top. C'est le nouveau Jeff Buckley. Qu'il a 21 ans ou 22 ans. Et quant à elle, elle lui ment pour d'autres raisons qui sont des raisons, disons, de honte sociale, par rapport au fait que si on fait les calculs, elle a eu un enfant très jeune, et puis par ailleurs, elle a eu une relation avec cet homme à un âge où elle était vraiment adolescente, alors que cet homme avait déjà presque la trentaine, quoi. Et donc ça, elle ne l'assume pas parce que elle l'a assumé sur le moment. Et elle ne le sème plus parce qu'aujourd'hui, elle le relie autrement. Elle le relie comme... on revient sur le livre de Vanessa Springora et la notion de consentement. C'est-à-dire qu'à 14 ans, elle a cru consentir. 7 ans plus tard, elle ne pense pas qu'elle a consenti. Voilà. Elle le relie autrement. Elle est en train de découvrir et d'analyser justement tout ce processus d'emprise, de domination, et de se découvrir
victime, complexe, mais victime en partie, quoi. Voilà. Et donc elle met ça sous le tapis dans un premier temps. Le succès du consentement, son écho et même son succès en librairie, ça vous en pensez quoi? Vous trouvez que c'est un livre qui tombe au bon moment, en fait? Oui, bien sûr, mais d'abord, j'en pense qu'il était temps que ça vienne, quoi. Ouais. Voilà, à tout point de vue. Tant que ça vienne pour la littérature elle-même, et le milieu littéraire, parce que voilà, Vanessa Springora l'a dit plusieurs fois, le livre n'aurait pas été recevable. Et ça paraît fou de le dire, voilà. 5 ans plus tôt. Ne serait-ce que 5 ans plus tôt, avant c'est dire un peu. Ouais. Voilà, mais bon, de toute façon, tout ce qui est dans la société pourra un peu faire le ménage de ce point de vue-là. Alors évidemment, c'est le ménage. Parfois, il y a des dommages collatéraux, mais donc il faut faire ça. Enfin, il faut imaginer ça avec autant d'intelligence et de complexité que ce qu'a mis justement Vanessa Springora dans son livre. Il faudrait que d'une certaine manière tous ces débats se situent toujours à ce niveau-là. Mais la vérité, c'est que le livre de Springora le montre, c'est que seule la littérature peut ça. Voilà. Et dès qu'on est on l'a vu avec l'affaire Polanski, les Césars, les machins, les lettres, les trucs, les tribunes, dès qu'on sort de ce niveau de complexité, de précision-là, on est dans le n'importe quoi. On est dans l'anathème, on mélange tout. On est. Parce qu'il faut prendre position. Tout le monde s'érige procureur, juge, moraliste. Alors que précisément, en grande partie, ce sont des vraies questions de droit. Donc, quand ce sont des questions de droit, décider que. Voilà, c'est un peu comme l'histoire du Covid, c'est qu'à un moment donné, c'est compliqué d'être virologue, épidémiologiste et machin. Et donc, quand à la télévision ou au bistrot ou sur les réseaux sociaux, n'importe qui raconte n'importe quoi comme s'il connaissait quelque chose, ça devient on est dans l'approximation permanente et ça devient dangereux. Voilà. Donc, je trouve que la force du livre de Vanessa Springora, c'est ça. Enfin, il est fort à tout point de vue, mais c'est précisément son degré de finesse, de complexité, sans rien mettre sous le tapis de ce qu'il y a d'équivoque, de ce qu'il y a de difficile à définir. Et voilà, et ces débats devraient être à ce niveau-là. C'est pour ça, d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de... quand on dit les hommes... Les porcs égale les hommes égale le patriarcat, les hommes... C'est aussi compliqué que si on dit les femmes égale je sais pas quoi. Voilà. Enfin, ça ne correspond... Enfin, on n'avance pas suffisamment finement, quoi, voilà. Oui, il y a un degré de complexité que la littérature permet. Que seule la littérature permet, parce que... Quitte à renvoyer les gens qui le lisent à leur propre contradiction. Bien sûr. Mais la littérature n'est pas là pour simplifier le monde, elle est pour rendre compte de sa complexité, justement, et nous permettre d'appréhender à quel point elle est complexe. Et surtout, elle permet de sortir d'un seul point de vue, qui serait le point de vue, je sais pas, sociologique, politique, dogmatique, psychanalytique, psychologique, historique. Elle permet de tous les combiner, de certaine manière, et en plus de les augmenter de l'expérience émotionnelle et de l'expérience vécue, tout simplement, quoi, humaine, quoi, voilà, qui passe par le sentiment, qui passe par l'inconscient, qui passe par le fait que parfois on fait des choses, on ne sait pas pourquoi on les fait, qu'il y a des pulsions, qu'il y a des manières de... Voilà, enfin, seule la littérature peut englober comme ça tous les aspects d'une question, quoi. Enfin, et puis les ramener à hauteur d'homme aussi. Parce que, c'est bien joli de parler de grandes masses sur n'importe quel problème. Bon, je repense à ça parce que
À l'époque, quand j'ai travaillé sur la question des migrants à Calais, dans le Calaisis, au moment de Sangatte, etc., et puis ça donnait ensuite le film Welcome, etc., c'était ça l'enjeu. Les journaux en parlaient. C'est parce que souvent on a dit, oui, vous en avez parlé quand personne n'en parlait, tout ça. Non, il y avait très souvent des trucs à la télé, des trucs dans le Monde, je sais pas quoi. Mais simplement, ça restait un travail statistique, d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, c'était un problème à résoudre pour les gouvernants, avec des chiffres, avec une masse, une politique à mettre en place. C'est les migrants, c'est les forces de l'ordre, et évidemment, dès qu'on raconte une histoire en parlant de l'expérience complexe d'une personne, de deux personnes, de plusieurs humains qui se rencontrent, qui sont à la fois très différents, mais qui sont aussi des frères en humanité, etc. Ça change totalement la perception, quoi. Alors Olivier, ce podcast, son titre, c'est « Les gens qui lisent sont plus heureux ». J'y mets souvent des points de suspension parce que je demande à mes invités de réfléchir là-dessus, des points de suspension, voire un point d'interrogation. Est-ce que pour vous, Olivier Adam, les gens qui lisent sont plus heureux ? En tout cas, ils sont moins cons. C'est déjà une première chose. Alors, je dis pas qu'on est forcément con quand on lit pas, mais je dis qu'en tout cas, on diminue son degré de connerie en lisant, ça c'est sûr. Parce que je pense que on ajoute à ça, et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on ajoute pas seulement des connaissances théoriques ou des idées, on ajoute quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience humaine à sa propre expérience. On ajoute autant d'expériences qu'on endosse de personnages et de vies qui ne sont pas les nôtres. Et la littérature nous invite vraiment à quitter nos lunettes et à regarder le monde avec d'autres yeux que les nôtres, quoi. Avec un autre mode de pensée, une autre manière de voir, sous un autre angle. Et ça nous invite... Alors oui, évidemment, sans doute à être plus empathique, à avoir une capacité plus grande à se mettre à la place des autres ou à considérer des questions aussi bien intimes que politiques, personnelles que sociales, d'un point de vue plus large. Enfin, en tout cas, ça devrait, parce que c'est pas toujours le cas malgré tout, mais ça devrait. Et donc, c'est une espèce de... Oui, c'est-à-dire que on est quand même limité dans la cage de son propre cerveau, et la littérature, comme aucun autre domaine, élargit, enfin, fait exploser cette cage, quoi. Vraiment, nous permet d'habiter d'autres cerveaux. L'expérience de la littérature et de l'écriture, c'est quelque chose que vous pratiquez depuis plus de 20 ans maintenant. On parlait de Je vais bien, ne t'en fais pas tout à l'heure, c'était il y a 20 ans. Est-ce que ça vous est arrivé parfois d'avoir envie de tout lâcher et de faire autre chose, d'abandonner ? Non. Non, vraiment, parce que... Non, si vous voulez, il y a des moments de fatigue, mais elles ne sont pas liées à l'écriture et à la lecture. Elles sont liées à tout ce qu'il y a autour de l'activité d'écrire quand on écrit d'une manière, entre guillemets, publique. C'est-à-dire... le milieu littéraire, toute la comédie, ou pas d'ailleurs, mais qui entoure le fait de la sortie d'un livre, la médiatisation, les prix, est-ce qu'il est éligible au concours ou pas, et puis mais ça, personne ne peut y échapper dans aucun milieu professionnel. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui aiment leur métier, mais qui sont fatigués parfois de leur milieu professionnel, de leurs collègues, des jalousies, des crasses au bureau. Et donc, comme tous les milieux, mais ni plus ni moins qu'un autre milieu, comme ça fait 20 ans comme j'y suis entré jeune, ça fait 20 ans que j'y suis, puis que je le connais un peu par cœur, il y a des choses qui ne changent pas, qui sont plus fatigantes qu'autre chose, quoi. Enfin, qui donnent pas envie. Enfin, c'est pas. Peut-être que ça fait rêver avant d'entrer dans le milieu littéraire, mais après, en vrai, c'est pas très sexy, quoi. Voilà, et puis surtout, c'est tellement éloigné, pour le coup, de l'exaltation, de la jouissance qu'il y a à lire ou à fabriquer un livre, quoi. Enfin, le fabriquer
pas physiquement, mais il le fabriquait voilà, dans son contenu. Et ça, c'est intact quand je vous écoute en parler. Ah, mais ça, c'est complètement... Ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que cette augmentation de la vie, de son intensité qu'il y a à écrire, aujourd'hui, ça dicte le fait que j'écris, vraiment. Et que, vite, s'y remettre. Ouais. Il faut s'y remettre. Il faut que je trouve un truc qui m'excite, un sujet qui m'intéresse, une histoire que je l'imagine, enfin, peu importe, ou que je la chope dans la rue, ou dans un journal, pour me remettre à... Voilà, mais bon, vous savez... pour discuter souvent avec des chanteurs, des acteurs, bon, ils sont jamais mieux que quand ils sont en studio et puis en train sur de scène, faire, en train de faire, et puis en train de répéter. La différence avec nous, les auteurs, c'est que le chanteur, par exemple, il écrit, il compose, il est dans cette ébullition-là, et de toute façon, il adore ça, etc. Et puis après, il a une deuxième vague d'ébullition et d'intensité, c'est la scène, quoi. Bon, nous, à part quelques festivals, on fait des lectures, tout ça, mais globalement, on n'a pas ça, quoi. Donc, on n'a pas cette deuxième aspect parce que c'est à nouveau de recréer quelque chose. Donc, la partie où on offre notre travail, elle est souterraine et souvent elle est polluée parce que les gens ont beau vous écrire ou vous dire j'ai adoré votre livre ou dans les salons vous en parlez et tout ça, elle est polluée par tout ce qui se passe autour dans une sortie de livre, une mauvaise critique, les réseaux sociaux, les machins. Bon, voilà. Donc c'est un peu différent. Donc c'est quand même vraiment la partie qui reste la plus excitante, et qui justifie tout et c'est celle-là, c'est vraiment celle d'être en train de bâtir son livre, quoi. Ouais. J'ai envie de terminer avec une vaste question. Est-ce qu'avec... alors c'était déjà le cas avant le confinement, mais on voit que le secteur du livre est en difficulté en ce moment. Est-ce que vous êtes inquiet un peu, beaucoup, pour cet artisanat qui est le vôtre depuis 20 ans ? Alors, c'est ce que me disent toujours vraiment les grands pontes de l'édition, les patrons, quoi, hein, quand il m'arrive de les croiser, chez Flammarion, chez Albin. Avec un cigare non, ils ont pas de cigare. Heureusement, ils ont plus. Non, en général, de toute façon, ils sont devenus véganes, ils boivent pas. Enfin, bon, c'est la nouvelle génération de PDG de maisons d'édition. Ce qu'ils rappellent souvent, c'est que, au fond, c'est pas le livre qui est en difficulté aujourd'hui. Hein. L'industrie globale du livre, peu ou prou, se maintient. Notamment parce qu'en France, la question de la lecture électronique n'est pas vraiment entrée dans les mœurs, et que donc le métier d'éditeur et de choisir ses textes et de les présenter reste protégé. Il y a le piratage, pour l'instant, il n'y en a quasiment pas. Donc, le métier d'auteur, qui est beaucoup moins protégé, mais et pas attaqué, en tout cas, de ce côté-là. Et le métier de libraire reste relativement protégé, puisqu'en gros, les gens achètent les livres dans des librairies, principalement. Et même Amazon, c'est toujours que 5%, ou je ne sais pas exactement combien, mais... ou 10% des ventes. Ça reste quand même... Les gens les achètent physiquement. Le problème... c'est la littérature. Et c'est vraiment ce secteur-là qui, en ce moment, souffre beaucoup, qui souffre, et singulièrement la littérature contemporaine, et singulièrement la littérature contemporaine française. Donc là, on est en plein dedans. Donc là, c'est pour ça que souvent, je sais pas, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, j'étais avec le directeur général de Flammarion, Patrice Margotin, et puis j'avais l'air inquiet quand même. Je dis quand même c'est dur en ce moment. Et il dit non, tout va bien, la maison se porte bien, le livre se porte bien, quoi. Mais oui, bien sûr, la maison se porte bien, le livre se porte bien à titre général. C'est le problème, il est sur la littérature. Ce qui est compliqué, c'est que il y a de moins en moins d'espace dans les médias pour défendre la littérature contemporaine, pour des raisons simples, c'est que comme elle n'intéresse quand même pas une très grande majorité des gens, c'est compliqué de mobiliser du temps d'antenne ou des pages dans les journaux en grand nombre pour un objet qui est redevenu ou en tout cas qui est pas élitiste, mais qui est minoritaire, quoi, qui est plus que le cinéma, plus que la pop, plus que... Ne parlons pas des séries. Voilà. Donc, de toute façon, vous voyez bien, si on regarde les
très simplement, comme je travaille aussi pour le cinéma, l'échelle, elle est de 1 à 10, quoi. C'est un livre qui fait 100 000 exemplaires, c'est l'équivalent d'un film qui fait 1 million. Qui fait 1 million. Un livre qui fait 500 000, c'est l'équivalent d'un succès énorme qui fait 5 millions. On est de 1 à 10, quoi. Voilà. Alors, ça explique pas mal de choses sur le fait que peu à peu, comme tout le monde est en difficulté, les télévisions, les journaux et tout ça, les espaces se réduisent parce qu'ils peuvent pas entretenir la danseuse, quoi, comme avant, quoi, et dire allez dans l'Obs, je sais pas, on fait 15 pages livres avec des doubles pages, des machins. C'est plus objectivement possible. Déjà, c'est déjà bien qu'ils maintiennent les espaces. Et voilà. Et alors ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que sur le marché des histoires et du récit que recherchent les gens, et sur le marché du divertissement, la littérature a vu ses parts de marché, entre guillemets, extrêmement rognées. Rognées parce que déjà, d'une manière ou d'une autre, la fiction est aussi entrée en concurrence avec le jeu vidéo, avec regarder des conneries sur son smartphone, avec le temps qu'on passe sur Internet, etc. Donc ça, c'est sûr. Et puis même au sein de la fiction, c'est les éditeurs de polar, les premiers qui ont... Le directeur de Sonatine qui disait ça il y a déjà quelques années. Il disait, mais nous, c'est simple. Quand on fait du polar hyper up, quoi, vraiment de super qualitatif, comme on peut le faire chez Sonatine et d'autres maisons, c'est la même clientèle que les séries. Que les séries genre True Detective, etc., Breaking Bad, machin. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Les gens ne peuvent pas le... Donc la concurrence, quand même, c'est vrai que le grand récit aujourd'hui de fiction de l'époque, pour beaucoup de gens, c'est la série, ça reste le cinéma et c'est la série, quoi. Et quand je dis que c'est en concurrence en termes d'imaginaire, et c'est en concurrence directe au sens où quel type de récit long, complexe dans l'évolution de ces personnages, on consomme dans son lit avant de se coucher. Alors la réponse peut être un livre, la réponse peut être une série. Et puis la série a cet avantage que, au lieu d'être dans un lit en couple, chacun a son livre, l'amour s'est regardé dans la même direction, Netflix, quoi, voilà. Donc oui, il y a un moment un peu compliqué parce que face à ça, la production, la vitalité de la littérature française dans sa multiplicité de propositions est toujours aussi forte. Mais simplement, elle parle à moins en moins de temps d'écoute et l'intérêt, voilà, la disponibilité des gens. Et alors après, des gens disent oui, le problème c'est la surproduction. Oui, mais alors c'est qui surproduit ? Est-ce que c'est les séries ou les scénaristes ou les romanciers ? Oui, et puis surtout chez les romanciers, qui est de trop dans ce cas-là ? On enlève qui ? On enlève les gens qui, demain, deviendront peut-être qui n'ont pas encore de succès, mais qui deviendront peut-être les auteurs que les gens adoreront. On enlève ceux qui font un travail plus confidentiel, mais qui va nourrir d'autres écrivains, d'autres artistes, qui eux-mêmes... Vous voyez, c'est un écosystème où chacun a sa place. Est-ce du coup, on met moins de jeunes, on lance moins de jeunes, mais alors... on assèche le terreau de demain. Donc on considère que c'est quel âge jeune ? Voilà, donc c'est très compliqué, je trouve, voilà, cette histoire qui reviennent vite, genre oui, mais de toute façon, l'édition devrait rationaliser, il y a beaucoup trop d'écrivains, il y a beaucoup trop de titres sortis et tout ça. Bon, peut-être, mais pratiquement, comment on fait, quoi ? Qui ça concerne ? Qui on enlève ? Et quelles conséquences ça ? Et là, précisément sur le confinement, le danger, c'est un peu le même qu'au cinéma. Au cinéma, on voit bien, il y a eu un arrêt, il y a eu une grosse perte, on redémarre avec des jauges réduites. Donc, les exploitants, globalement, ont besoin de films qui vont faire rentrer du public, quoi, vraiment. Donc, il y a une espèce de... et puis il y a beaucoup de films en attente, enfin voilà. Et donc, quand on va... moi, je le sais parce que je travaille sur des scénarios en ce moment, des films qui sont tout près de devoir se monter. Et c'est très difficile de monter un film en ce moment. Voilà. Très difficile de monter un film en ce moment parce que les financeurs et tout le système, pour l'instant, n'attend que des gros trucs.
des gros trucs qui vont faire des entrées. Oui, il ne veut pas prendre de risques. Donc on préfère les suites, on préfère des films dans des genres. Et en littérature, c'est ça le danger. Le danger, ça serait, là on l'a vu, et c'était normal, sur mai-juin, là. Bon voilà, le gros des sorties, c'était Joël Dicker, Guillaume Musso, Elena Ferrante. Enfin, c'était des gros trucs, et puis des gros trucs qui soulagent aussi les libraires, parce que. Et puis tous les éditeurs ont réduit la voilure de ce qui était prévu, en évitant d'envoyer des choses difficiles à vendre, des choses. Voilà. Alors ça se comprend, et en même temps, il ne faudrait pas que ça dure, quoi. Parce que il ne faudrait pas que tous ceux, d'une manière générale, je ne sais pas qui c'est, mais qui trouveraient un intérêt à ce que au cinéma, tout comme en littérature, on se contente des blockbusters. On réduise l'offre à des choses commerciales ou prévendues ou marketées. Ce serait dommage de leur donner raison parce que la situation économique nous y contraint. Voilà. Donc j'entends dire qu'à la rentrée littéraire, les éditeurs se serait bien de resserrer sur des valeurs sûres et quelques nouveautés, mais dont on sait d'avance qu'elles vont buzzer et tout ça, ou du pitch, quoi, des thèmes forts qui vont tout de suite prendre. Moi, ça c'est un avenir qui m'attriste, quoi. Si ça préfigure la suite, quoi. Voilà. Bon, je voulais pas terminer sur des paroles tristes. Mais je ne crois pas qu'il préfigurerait la suite. Mais en tout cas, j'aimerais pas que ça devienne une sorte d'habitude, parce que on est dans un système éditorial où globalement la question a toujours été pour les éditeurs globalement de ne pas perdre d'argent et pas spécialement d'en gagner. La question, c'est un succès, ils financent des livres imbitables, des auteurs confidentiels, des auteurs qu'on lance, dont on ne sait pas du tout ce qu'ils vont devenir, des livres risqués, des livres étonnants, des livres pour personne, une collection de poésie qui est passionnante pour les happy few et chère à entretenir. Mais voilà, enfin, ça a toujours été comme ça. Et c'est la beauté de ce système longtemps. Voilà. Et si à un moment donné, les conditions économiques, le Covid, ouvrent une première porte comme ça, qui est déjà entrouverte de toute façon, mais on va pas être naïf. C'était déjà la pente mais voilà, il faudrait pas que ça accuse la pente, parce que tout l'enjeu, c'est quand même des écrivains, des éditeurs au sens vraiment plein du terme, et des libraires. C'est de lutter contre ça. C'est de n'avoir foi que dans le texte qui surprend, qui déplace, et puis se réjouir quand il y a ces moments je sais pas. Quand la tétralogie, La Nuit prodigieuse d'Elena Ferrante, qui à mon sens est vraiment, littéralement, une œuvre absolument majeure de ces 10 dernières années, devient un succès mondial. C'est tellement rare que cette coïncidence d'un grand livre qui a un succès mondial. Le nouveau est très bien. Je vais le lire bientôt. Mais voilà, on s'en réjouit, quoi. Mais pas quand c'est à l'envers, quoi. Pas quand on nous sort un truc en nous disant déjà que ça va être le succès mondial. Et puis on pourrait se dire que si le système que vous décrivez se dessine, Elena Ferrante, on pourrait considérer que comme ses livres précédents, parce que c'est quand même plusieurs livres publiés avant cette tétralogie. Bien sûr. On pourrait se dire vu qu'elle vend pas, on sort pas. Elle fait pas de promo. Ah ben oui, on sait même pas qui c'est. Dans un moment où tout le monde le dit. C'est le contre-exemple, mais ça c'est vrai aussi. Je me souviens il y a longtemps, je sais plus avec quel écrivain, mais un vieux de la vieille, je discutais, puis on parlait de la question de la promotion et tout ça, puis de la multiplication avec tout ce qui maintenant justement ne passe pas que par la télé, la radio ou la presse écrite, qui passe par Internet, les podcasts, les machins, tout ça. Et puis il disait, nous à l'époque, personne ne savait quelle tête on avait. On attendait le papier dans Le Monde, le papier dans Le Figaro, éventuellement l'invitation de Pivot, et puis c'était barre, quoi, la promotion, quoi. Voilà. Enfin, en gros, c'était ça. Il y avait peut-être une émission à la radio sur Europe ou quoi, ou sur Inter, mais c'est tout, quoi. Voilà. Et donc tous les éditeurs vous le disent aujourd'hui. Il faut, je sais pas, ma fille sort son premier roman à la rentrée.
tout de suite, on lui dit, bon, il faut que tu sois là, quoi. Alors oui, elle a que 18 ans et machin, mais on lui dit, il faut que tu sois là, parce que si jamais il y a des demandes, on ne peut pas lancer un livre sans l'auteur aujourd'hui. Voilà. Elle publie son roman sous quel nom ? Sous son nom. Sous son nom ? Juliette Adam. Juliette Adam, ouais. Ça s'appelle Tout va me manquer, aux éditions Fayard. Et par contre, elle l'a fait circuler sous pseudonyme. D'accord. Pour ne pas trahir son âge, pour qu'on la prenne au sérieux, parce qu'elle avait 17 ans quand elle a envoyé ce manuscrit, et puis pour ne pas aussi après, de toute façon, même avec ce nom-là, il y a beaucoup de Adam que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, justement. Donc il n'y avait pas de raison qu'elle soit spécifiquement ma fille, mais parce que ça fait 20 ans que je suis dans le milieu, il y a des gens dans l'édition qui la connaissent ou qui l'ont déjà vue, quoi. Donc elle a préféré... On va sans doute lui poser beaucoup de questions sur vous, non ? Je sais pas, j'espère pas. J'espère pas. Elle est ni responsable ni comptable de ce que je fais, moi non plus d'ailleurs. Elle va devoir dire si elle aime vos livres, c'est ça ? Elle les lit pas, donc ça va être simple. Ah bon, carrément. Non, elle les lit pas. Non, elle les lit pas, ni ceux de sa mère. Voilà, elle les lit pas. Moi, je lis le sien. Ah oui, j'ai lu le sien, mais non, elle les lit pas. Donc au moins, la question de l'influence sera vite réglée. Après, écoutez, c'est pas. Bon, voilà, 2 parents romanciers, dont l'un travaille aussi pour le cinéma, qui l'ont toujours seriné avec les livres, les films, l'écriture, les histoires, la fiction, machin. Ça marche pas à tous les coups, hein. Mais enfin, et c'est pas non plus si étonnant que ça. Elle les lit vraiment pas ? Peut-être qu'elle les lit en cachette. Ouais. Mais non, c'est quand même vous qui elle dit qu'elle lit pas. C'est vous, quand même, vous deux, qui lui avez donné le virus du livre, non ? Oui, c'est ce que je dis. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est une. Il y a évidemment, sans doute, un terreau favorable au sens où toute cette maison tourne depuis toujours autour de la question du livre, de la littérature. Alors, il y a un peu de solutions, hein, et j'en parle souvent avec des collègues qui ont aussi des enfants et qui sont plutôt étonnés, parce que chez eux, c'est plutôt le rejet. Ouais, plutôt, tu nous emmerdes avec tes livres, on en a marre d'entendre parler des livres, tout ça, et même parfois du cinéma, pour ceux qui travaillent aussi pour le cinéma, et où, voilà, c'est les jeux vidéo, c'est des machins, puis c'est des trucs de boomer aussi, hein. Le livre, pour certains, ça paraît un vieux truc, comme même pour certains qui font que des séries, qui regardent que des séries, presque le cinéma est presque un truc d'une autre génération à leurs yeux, quoi. Donc voilà, mais après, ça peut aussi être un terreau favorable à ce que naisse l'envie d'écrire et l'envie de lire, quoi. Parce que c'est son cas très naturellement. Très petite, ça s'est mis à écrire des histoires, et puis un jour elle a écrit un roman, et puis un jour elle a écrit un deuxième, et puis ce deuxième, elle me l'a fait lire, elle m'a dit est-ce que tu crois que c'est présentable à des maisons d'édition ? Je lui dis mon expérience fait que je peux te dire qu'il sera publié, c'est tout ce que je peux te dire. Après, envoie-le, quoi. Ouais. Après, est-ce que tu es prête à ça ? C'est tout, c'est une autre question. Oui, vous, Olivier, là, une fois que je vous aurai dit au revoir, vous vous remettez à la table de travail ? Alors là, pas tout de suite, parce que je vais lire surtout, parce que je vais me remettre. C'est plutôt là, je vais rentrer dans une période de chasse, de chasse aux idées, voilà, qui passe par un mélange évidemment de lecture boulimique, voilà, alors ça y est, il rouvre, voilà, de cinéma, de théâtre, d'expo, etc. Donc parce que la chasse, ça se fait sur le terrain des idées, enfin pas des idées au sens sociologie, philosophie, tout ça, mais je veux dire des points de départ de livres. Bien c'est aussi sur le terrain de l'objet esthétique. Enfin moi beaucoup. Hein, c'est un livre même un livre comme Les Roches Rouges, avant même de savoir ce que ça va raconter, il y a l'idée d'un roman un peu noir, d'une cavale, dans la lumière très crue du sud de la France, avec ces roches très rouges, ces éléments, tous ces contextes de décor. Ça compte autant dans une langue un peu âpre, avec un sentiment d'urgence permanent, du danger. Je sais qu'il y aura de la terre et du sang, parce que c'est le titre d'un des chapitres. Enfin, voilà. Et donc ça naît aussi de quelque chose qui est la fréquentation d'autres œuvres qui vous challenge, qui vous donnent envie. Et puis des fois c'est une chanson. Moi, c'est souvent ça. Des fois, j'aurais tellement eu envie d'écrire cette chanson, ce livre, ce film, etc. Et d'une certaine manière,
je le fais, quoi. Il y a une chanson qui vous trotte dans la tête en ce moment, là? Là, oui, là, c'est un peu comme beaucoup de gens, parce que c'était d'une certaine manière la chanson du confinement, c'était la chanson de Biolay, la nouvelle, là, comment est ta peine, que l'album sort dans quelques jours. J'arrive pas à sortir la tête, mais elle était tellement, même si c'est une chanson de pur chagrin d'amour, elle était tellement symbolique de ces questions qu'on posait de loin. Il y a ce moment où il dit juste simplement comment va ta vie, et c'est quelque chose où auprès de tous nos proches, on était réduits par téléphone à dire comment va ta vie en ce moment. Et sachant que on savait que certains étaient très durement atteints, les gens dans mon entourage qui ont perdu leurs parents, certains de leurs proches morts du Covid, d'autres étaient aussi atteints autrement parce que psychologiquement, c'était très difficile à vivre pour certains, pour leurs enfants, pour la vie de famille, pour leur couple. Enfin, certains ont vécu ça assez méchamment, quoi. Donc il y avait ce côté-là. On avait souvent l'impression de demander comment va ta peine et comment va ta vie. Voilà. Ok, merci beaucoup Olivier pour ce moment. À bientôt, au revoir. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux, c'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture!